Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce mardi 17 septembre 2024. L'organisation onusienne Human Rights Watch et l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger et SDDH ont exprimé leurs préoccupations face à la situation alarmante du détenu Dr Christophe Sahabo, qui est gravement malade et injustement incarcéré. Ces deux organisations demandent sa libération et son accès aux soins médicaux. Le président du parti Côte Debout interpelle le gouvernement à revoir sa décision concernant la hausse exorbitante du prix de sucre. Il explique que les conséquences qui en découleront seront multiples. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi des élèves qui restent toujours bloqués à la maison suite à la carence du carburant de type mazout dans le pays. Dans quelques secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir. Débutons ce journal par la page Droits de l'homme. Une période de plus d'une semaine vient de s'achever sans que la famille et les habitants de la colline Kagwema 1, commune Gihanga, en province de Bubanza, ne sachent où se trouve Mélance Ndaïzeye, chef collinaire de Kagwema 1, enlevé par des individus qu'il avait appelés sur son téléphone afin qu'il leur rende un service. Des informations provenant de la colline Kagwema 1 révèlent que la famille a déjà cherché dans différents endroits et sollicité l'aide de différentes institutions, mais en vain. Le point avec Éloge Divin, les Méchas. 8 jours vient de s'achever qu'aucune nouvelle de Mélance Ndaïzeye, chef collinaire de Kagwema 1, situé en commune d'Ogihanga, nos filtres. Cet administratif à la base, également membre du parti CNDD-FTD, a été enlevé après qu'il venait de quitter le bureau communal d'Ogihanga, où il s'était rendu pour le dépôt d'un rapport. Sa famille a sollicité en vain de l'aide auprès de différentes institutions, témoigne cet habitant de Kagwema 1. La famille s'est confiée aux différentes autorités et les ont dit d'attendre des recherches. Elle s'est confiée aussi à la CNDH pour solliciter de l'aide, mais pas de nouvelles jusqu'à présent. Lors de son enlèvement, Mélance Ndaïzeye avait répondu à un appel téléphonique des personnes qui lui disaient de venir leur signer des documents au niveau de la 5e avenue de la commune d'Ogihanga. Parmi les déclarations de ceux qui ont lancé une alerte via la RPA, le nom d'un certain Olivier Nahimana, responsable des Imbonerakouré en commune d'Ogihanga, a été cité qu'il serait le commanditaire de l'enlèvement de Mélance Ndaïzeye. Le motif avancé par nos sources d'Okagwema pour pointer du doigt le chef des Imbonerakouré d'Ogihanga, Olivier Nahimana, c'est le fait que ce dernier venait de passer une période plus ou moins longue à tenter de faire destituer Mélance Ndaïzeye afin que le poste qu'il occupe revienne à son frère qui est également un conseiller collinaire d'Okagwema. Les autres personnes citées dans l'enlèvement de Mélance Ndaïzeye sont le surnommé Mbike, qui venait de passer des jours à surveiller ses mouvements, une tâche qu'il faisait en se déplaçant à bord du véhicule d'Olivier Nahimana. Le FOCODE, une organisation de la société civile qui milite pour le respect des droits de la personne humaine, a indiqué avoir découvert lors de ses enquêtes que le véhicule qui a enlevé Mélance Ndaïzeye était de type Toyota Hilux double cabine de couleur blanche avec des vitres teintées. Cette organisation a aussi révélé que le numéro de téléphone qui a appelé Mélance Ndaïzeye est le 69 071 564, que ce soit au niveau de la famille de Mélance Ndaïzeye ou des habitants de la colline Kagwema. Tous demandent aux autorités administratives et sécuritaires de trouver où il a été amené après son enlèvement. La RPA a téléphoné à l'administrateur communal d'Ogihanga, Léopold Ndaïsawa, le commissaire communal Philippe Masabarakiza, ainsi que le président de la CNIDH, Titerini Muraba, pour recueillir leurs réactions, mais en vain. Merci Loge Divin, les Méchas. En parlant toujours droits de l'homme, l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger et SDDH en sigle se dit très préoccupée par la situation alarmante du détenu Dr Christophe Sahabo, qui est gravement malade en plus d'être injustement incarcéré, et ce depuis plus de 2 ans et demi.
Dans un communiqué irrelatif sorti ce 16 septembre 2024, cette association a demandé à la justice burundaise de redorer son image et de rétablir ce médecin dans ses droits. Il a été également demandé à la CNIDH de sortir de son silence et de faire correctement son travail afin que les droits du docteur Sahabo soient respectés. Josiane Moudaneda. Le SDDH débute son communiqué en s'interrogeant sur le rôle de la CNIDH dans l'affaire Christophe Sahabo. En effet, cette association se demande si la CNIDH serait complice, impuissante ou tout simplement si elle n'a pas opté pour la complaisance pour ne pas s'attirer les foudres du gouvernement, d'où le SDDH doute de l'indépendance de cette Commission nationale des droits de l'homme. Le SDDH n'a pas manqué de rappeler toutes les irrégularités qui ont émaillé le dossier de ce médecin. Non seulement relève cette association, il a passé plus de 2 ans et demi sans avoir l'occasion de plaider devant le juge de fond, mais il a été ramené manu militari à la prison de Ruyigi, située à plus de 150 km de l'hôpital Roi Khaled où il était alité, un transfert qui s'est fait après que les agents du service des renseignements lui aient enlevé les sérums alors que le docteur Christophe Sahabo était dans un état de santé très critique. Et le SDDH de s'offusquer de voir que depuis presque une semaine, la CNIDH n'ait fait aucune action allant dans le sens de plaider pour que ce médecin puisse bénéficier des soins médicaux, alors que cette institution est au courant du fait que le détenu en question souffre d'une insuffisance rénale, violant ainsi le droit à un procès équitable et aux soins de santé. Pour le SDDH, il est également inconcevable que le ministère public ait pris la décision d'arrêter la perfusion du malade sans l'accord du médecin, et ce, en violation de l'article 24 de l'ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. Le SDDH a conclu son communiqué par des recommandations à l'endroit de tous les organes concernés, à savoir le ministère de la Justice, qui a été appelé à cesser le harcèlement judiciaire concocté derrière le docteur Christophe Sahabo, lui accorder un procès équitable ainsi qu'une libération immédiate sans condition. Au procureur de la République, il a été demandé d'éviter de garder à l'intérieur de la cellule un détenu gravement malade, sous peine de porter ce fardeau devant les juridictions compétentes. Quant à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, il lui a été suggéré de sortir du silence et d'être à la hauteur de ses missions en plaidant pour un traitement humain du docteur Christophe Sahabo et des autres détenus victimes des injustices notoires diverses et de traitements inhumains à leur endroit. Le SDDH n'a pas également manqué d'émettre des recommandations à l'endroit des institutions nationales et internationales de droits de l'homme pour qu'elles suivent de près l'état de santé du docteur Christophe Sahabo, du traitement de son dossier judiciaire ainsi que des conditions carcérales au sein des établissements pénitentiaires burundais, de même que de l'applicabilité des lois pénitentiaires en vue du respect des droits des détenus. Parmi les recommandations émises à l'endroit de ces institutions figure aussi le fait de rappeler à la CNIDH sa mission et son cahier de charge en insistant sur son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Merci à toi, Josiane Moudaneda. L'Organisation internationale des droits de l'homme Human Rights Watch a aussi réagi suite à cette injustice. Clémentine de Montjoy, chercheuse au sein de la division Afrique de Human Rights Watch, fait savoir que son organisme est très inquiété par la santé et le bien-être du docteur Christophe Sahabo. Selon elle, le gouvernement devrait libérer immédiatement ce médecin car victime d'une répression sans fondement et veiller à ce qu'il ait accès aux soins médicaux nécessaires. Clémentine de Montjoy interpelle les partenaires du Burundi afin qu'ils mettent une pression sur Gitega et ainsi le contraindre à couper court avec ses poursuites judiciaires abusives. Suivez Clémentine de Montjoy, chercheuse au sein de la division Afrique de Human Rights Watch. Pour Human Rights Watch, nous sommes très préoccupés par rapport au bien-être et l'état de santé du docteur Christophe Sahabo, qui a été victime de la répression des droits humains du gouvernement du Burundi. Il s'est effondré la semaine dernière lors de son audience et a dû être transféré à l'hôpital où il a passé 2 jours et ensuite a à nouveau été transféré à la prison de Ruyigi. Nous recevons des informations comme quoi il n'a pas accès à sa famille ou son avocat. Et nous appelons le Burundi, les autorités du Burundi à assurer son bien-être dont ils sont responsables, assurer qu'il ait accès à un médecin et des soins adéquats et libérer immédiatement le docteur Sahabo. En page éducation, au 2e jour de la rentrée scolaire, il y a des élèves qui restent toujours bloqués à la maison. Le carburant de type mazout manque et par conséquent les moyens de transport. C'est une situation qui perturbe déjà le programme
pour certains enseignants. Les détails avec Eric Nyonzima. La province de Gitega est une des provinces du Burundi avec un plus grand nombre d'écoles à régime d'internat. Jusqu'à 15h30 ce mardi, un bon nombre d'élèves n'avaient pas encore répondu présent à l'école. Au centre-ville de cette capitale politique, par exemple, la rédaction de la RPA a pu visiter des établissements scolaires. L'ENG, l'école qui s'attend cette année scolaire à plus de 1800 élèves, avait jusqu'à 7 heures de l'après-midi accueilli à peu près 2000 élèves. Ici, au chef-lieu de la capitale politique, les conséquences de la pénurie du carburant continuent à se manifester, et surtout pour les élèves. Prenons par exemple à l'école ENG, sur plus de 1800 élèves qui sont attendus à l'heure où l'on vous parle, sont déjà arrivés à l'internat plus de 914 élèves. Les autres ne sont pas encore arrivés. Tout ça à cause de la pénurie du carburant. La CNED qui attend plus de 1600 élèves avait accueilli jusqu'à 7 heures de l'après-midi moins de la moitié. À l'école CNED, on s'attendait à 1500 élèves, mais ceux qui sont déjà là sont au nombre de 650 seulement. Voilà, ce sont des chiffres bien vérifiés. La situation n'était pas loin de là en province Ruyigi. Dans cette province, les élèves qui habitent la même province et qui devraient se rendre dans les écoles de la même province ont choisi de s'y rendre à moto. Certains devraient faire de très longues distances. Certains enseignants trouvent que cette situation les perturbe d'une manière et d'une autre. La rédaction de la RPA a toutefois pu connaître que presque toutes les écoles à régime d'internat en province de Chibitoke avaient ce mardi matin accueilli la quasi-totalité de l'effectif attendu. Merci Eric Nyonzima. En parlant de pénurie de carburant, dans la ville de Bujumbura, l'essence était disponible sur la plupart des stations-service ce mardi. Cependant, les citadins signalent qu'ils s'observaient en revanche la carence de gazoil. Emile Nibasumba. Il y avait une carence de gazoil sur différentes stations-service de la ville de Bujumbura ce mardi. Selon certains citadins, l'essence était suffisante. Ici, ce citadin dit que les files d'attente des bus de transport étaient très longues sur la station-service Fidodido. Selon lui, ces bus consomment le gazoil parce que l'essence était disponible. Ces propos sont confirmés par ce chauffeur des bus de transport en commun qui explique que cette pénurie de gasoil a beaucoup de conséquences parce qu'il est consommé par de nombreux véhicules de transport. Ici, il dit que la carence du gazoil observée provoque la montée des prix des produits de première nécessité comme le haricot, le charbon. Il dit que les bus de transport passent des journées entières devant les stations-service en attendant que le gazoil soit disponible. La carence de gazoil a perturbé la circulation ce mardi en mairie de Bujumbura. Certains citadins ont signalé l'insuffisance des bus de transport joignant le centre-ville à leurs quartiers respectifs. Merci à toi, Emile Nibasumba. La situation se présente ainsi après 2 ans que le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a déclaré lui-même qu'il va prendre en main ce problème de pénurie de carburant qui n'a pas été résolu jusqu'à présent. Les informations que nous avons affirment toujours que le manque de carburant est la conséquence des malversations commises dans ce secteur par la société Prestige, dirigée par la première dame du pays, Angeline Ndayishimiye. À présent, page santé, les primes auxquelles ils ont normalement droit, mais qui ne reçoivent plus, serait l'une des conséquences de la fuite de certains médecins de l'hôpital de Mukenke, en commune de Bwambarangwe, de la province de Rumonge. Ces médecins auraient été privés de leurs droits depuis plus de 8 mois et pour eux, cela relève de la maltraitance. Le point avec Innocent Valentin Singirangabo. Cette fuite des médecins à l'hôpital Mukenke en province de Kirundo serait due aux primes auxquelles ils ont normalement droit, mais qu'ils ne reçoivent plus il y a 8 mois. Dans l'espace de 4 mois, parmi les 6 médecins accrédités à cet hôpital, il en reste 2 médecins seulement et les autres ont pris la décision d'abandonner le travail et aller chercher mieux aux autres hôpitaux du nord du pays. Tout le malheur et conséquences est tombé sur la tête des patients qui s'adressent à cet hôpital, selon ce témoignage.
Normalement, nous étions censés à recevoir les primes à chaque fin du mois, mais nous venons de passer 8 mois sans aucun signe de vie. Pour ce, certains médecins ont décidé d'aller ailleurs sur les autres hôpitaux se trouvant à Muyinga et Ngozi, là où ils vont être bien rémunérés. Ils ont décidé de quitter car ils sont maltraités. Ce qui énerve les patients, c'est que certains parmi eux se présentent très tôt le matin à l'hôpital et ils passent toute la journée sans être accueillis. Des fois, il y a des patients qui passent la nuit à l'hôpital voulant rencontrer un docteur le lendemain et qui refusent d'être consultés par les infirmiers. C'est la première fois qu'on donne des demandes d'explication dans tous les services de l'hôpital. Nous pensons que la façon dont on traite les infirmiers engendrera la mauvaise production. Ce ne sont pas les docteurs seulement qui fuient, même les infirmiers vont partir à cause de cette maltraitance. Nous avons essayé de joindre le directeur de l'hôpital Mokéni, le docteur Samson Minani, mais en vain. Merci Nossa Valentin Tsingilangabo. Nous vous rappelons que vous pouvez suivre nos journaux et nos émissions sur les comptes de la RPA, à savoir Facebook, YouTube, X, ainsi que sur notre site web www.rpa.bi. RPA. En page environnement, les habitants de la commune Mugwi en province de Cibitoke dénoncent certaines autorités administratives qui procèdent à l'abattage systématique des arbres de la réserve naturelle forestière de Mugwi depuis plus de 2 ans. Ils demandent que cela cesse pour l'intérêt de leur province ainsi que celui du pays. Plus de détails avec Elvis Nyumungere. Cette forêt de la commune Mugwi est faite de gros arbres, des calebtis et les cétacés de 3 collines, tous de la zone Ngoma. Il s'agit de la colline Mahande, Mugimbu et Ngoma. C'est le des sources à Mugwi. C'est un bâtiment mis en place en 1981 sur le financement de la Banque mondiale. Ce sont ces arbres géants qui en sont les résultats qui aujourd'hui soumettent à la tentation certaines autorités administratives. Melchiade Nzokizwanayo, administrateur de la commune Mugwi, et Karem Bizoza, gouverneur de la province Cibitoke, sont cités parmi ceux qui se servent déjà dans cette richesse, alors que la commune Mugwi avait en 2021 demandé la permission de couper des arbres pour la fabrication des bas pupitres. 3 ans après, il continuerait le déposement sur la même permission. Ces arbres ont été plantés sous le financement de la Banque mondiale. Ils étaient là depuis notre naissance. Depuis 2022, les bancs pupitres ont été fabriqués et toutes les écoles ont été servies. Mais depuis 2021, l'administrateur Melchiade Nzokizwanayo et Izoza ont continué à couper ces arbres. Melchiade Nzokizwanayo, l'administrateur de la commune Mugwi, utiliserait des madriers en provenance de cette forêt dans la construction de sa maison à mairie de Bujumbura. Certains madriers sont amenés par Melchiade à Gihosha à mairie de Bujumbura pour la construction de sa maison. D'autres sont amenés sur la colline d'eau Wahira pour la construction de la maison de son père. Actuellement, il y a au moins 5 camions Fuso qui ramènent ces madriers à Bujumbura pour être vendus. Le gouverneur Karem Bizoza et le premier ministre du gouvernement burundais sont cités dans cette affaire de déforestation. Interrogés, ils te disent que la permission a été donnée par le premier ministre Ndira Kobucha et Amebizoza. Nous estimons que ce sont des magouilles. Les madriers sont vendus. La population demande la protection de cette forêt pour l'intérêt de la commune et celui du pays. Contacté par la rédaction de la RPA, Melchiade Nzokizwanayo, administrateur de la commune Mugwi, reconnaît des groupes qui sont en train de couper les arbres de cette forêt. Le premier groupe est celui, le groupe envoyé par la province et qui cherche des branches pour la fabrication des bas pupitres devra servir à l'école de Souk Miwe de Karurama au chef-lieu de la province Cibitoke. L'administrateur Melchiade Nzokizwanayo a parlé d'un deuxième groupe qui s'est toutefois réservé de dur depuis
il détient la permission de couper les arbres de cette forêt. De son côté, Karim Bizoza, gouverneur de cette province, a invité la rédaction à le rejoindre dans son bureau pour pouvoir décrocher des informations. Merci Elvis Nyomongere. Terminons ce journal par la page gouvernance. Il est difficile de comprendre comment 1 kg de sucre peut être augmenté à un prix aussi élevé alors que très récemment, le gouvernement avait diminué 600 francs burundais sur la taxe du sucre selon la nouvelle loi. C'est du moins les propos de Kefane Vizi, président du parti Codebou. Selon lui, il est regrettable que le gouvernement augmente le prix du sucre à ce niveau alors que les salaires des fonctionnaires n'ont pas augmenté. Ainsi, le président du parti Codebou invite le gouvernement à revoir sa décision car les conséquences sont multiples. Suivez Kefane Vizi, président du parti Codebou. Au niveau du parti Codebou, ça a été une grande surprise de constater la montée fulgurante du prix du sucre où on a passé de 3 300 à 8 000 francs burundais par kilo. Et les arguments qui ont été avancés ne tiennent pas, notamment à la montée des prix des matières premières ou d'autres matériaux utilisés. Là, il faut signaler que le gouvernement avait abandonné une taxe de consommation de 600 francs par kilo, ce qui devrait être une compensation. Aussi, on ne devrait pas évoquer la conformité au prix du sucre importé, parce que quand vous avez des produits moins chers, vous empressez de les vendre avant les autres au lieu d'augmenter les prix d'une façon inexplicable. Cette augmentation du prix du sucre va avoir des répercussions sur les prix d'autres produits et qui sont fabriqués avec le sucre, notamment les produits Braroudi, pain, ainsi que d'autres jus qui sont fabriqués avec du sucre, ce qui va enfoncer le coût dans le dos de la population qui est déjà accablée par une vie chère, une montée exponentielle des prix. Et là, je citerai notamment les fonctionnaires dont les salaires ne vont pas augmenter parce que les prix de tel ou tel autre produit a été revu à la hausse. Donc, nous inviterions le gouvernement d'examiner profondément cette question de la vente du sucre afin que les prix soient abordables au vu des capacités ou du pouvoir d'achat de la population et d'abandonner la libéralisation totale parce qu'elle commence à avoir des conséquences insupportables pour la population. C'était Kefane Vizi, le président du parti Codebou. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous clôturons le journal de ce mardi 17 septembre 2024. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. Bonne soirée à tous.